présent, chers invités, chers téléspectateurs. Nous restons en France, mais cette fois pour parler de cette sortie du président français Emmanuel Macron qui dit assumer d'utiliser les médias du groupe France Média Monde pour faire passer le message de la France en Afrique, une sortie qualifiée d'avilissante par plusieurs géopoliticiens, même des panafricanistes, une sortie pour ces derniers assez scandaleuse, j'ai envie de le dire, dégradante, mais également honteuse. Madame Amina Fofana, pour des observateurs, le président français a dévoilé ce que beaucoup tentaient de dissimuler. Quelle est votre appréciation? Vous allez me reposer la question, s'il vous plaît, tout à l'heure. Donc, je voulais juste ajouter quelque chose, parce que quand la France parle d'échec, la France devrait s'occuper, comme ça a été développé par mon frère Jonathan Bategnine, devrait s'occuper de son propre échec et de son échec et de se regarder, d'accepter un moment donné, elle y sera forcée de se regarder dans le miroir, voir sa propre laideur, voir son reflet criminel. Donc du début de la guerre de la France et de ses alliés contre le Sahel et contre le Mali, la France n'a pas tué 49 terroristes. En 9 ans ou en 10 ans, la France n'a pas de bilan. La France n'a pas tué 49 terroristes et personne n'a une quelconque preuve que la France a tué un terroriste, tout simplement parce que ces terroristes sont embauchés par la France. Ce sont ces preuves-là que l'État malien détient. Mais quand on va dans le partenariat gagnant-gagnant avec la Russie, l'armée malienne bien équipée arrive à neutraliser plus de 5000, en quelques mois, plus de 5000 terroristes avec des preuves à l'appui. Qui est en échec? Franchement, qui est en échec? Est-ce que ces gens-là, quand on dit ici qu'ils viennent de Jupiter, le mot est bien choisi. Ce sont des extraterrestres, ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'on ne peut pas être normal et tenir le discours qu'ils tiennent. On ne peut pas être un être humain sensé et être comme ces diables-là sont. Donc maintenant, je vais répondre à votre question. Si vous voulez bien me répéter la question. Alors, on revient tout simplement sur cette sortie du président français Emmanuel Macron. Une sortie qui est qualifiée d'avilissante par plusieurs, parce que beaucoup, pour des observateurs, le président français a dit tout haut ce que beaucoup de Français ou alors les Occidentaux essayaient de dissimuler tout bas, notamment le financement de ces médias par la France. Quelle est votre appréciation? Voilà, en fait, la diplomatie française a échoué grâce au panafricanisme. C'est ce que ça évoque. La politique criminelle de la France-Afrique a échoué. Ce qui reste à la France aujourd'hui, c'est vraiment dommage. La France demande même à ses diplomates de redescendre sur les réseaux sociaux pour agresser les Africains, soi-disant qu'on est stipendié par la Russie, par la Turquie et par la Chine. Ça veut dire que comme il nous traite, Macron nous traite de sous-jacents, que ces trois pays-là viennent nous dire que la France nous occupe militairement nos bases militaires. Comme si on n'est pas capable de voir les méfaits de Barkhane, la présence de Barkhane. On n'est pas capable de voir que l'armée française est là pour sauvegarder le franc CFA, que l'armée française est là pour veiller sur les chefs d'État imposteurs. Parce que si je dis l'armée française, il s'agit de la Légion étrangère française. Il s'agit des mercenaires de la France. D'ailleurs, ce pays de junte que mes deux frères avaient évoqué à travers l'imposteur putschiste du colonel de Gaulle autoproclamé général. Jusqu'à présent, la France est en transition. La France n'a jamais eu une présidence ou bien c'est-à-dire une présidence normale. Il n'y en a pas. Il faut un semblant de normalité. Parce qu'ils font comme s'ils sont des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'un être humain ne peut pas être comme ça, refouler sa propre histoire sur d'autres pays souverains. Refuser de regarder l'esclavage que vous avez commis sur les peuples africains. Faire porter le chapeau à la Turquie. Faire porter le chapeau à la Russie. Faire porter le chapeau à la Chine. C'est de l'irresponsabilité. Là-bas aussi, côté responsabilité, ils ont pris un autre échec. C'est-à-dire que je ne vois aucun domaine aujourd'hui en France où la France n'a pas pris d'échec. Ils sont allés d'échec en échec et là ils sont en train de devenir le tiers-monde parce qu'ils se sont ligués
ils ont obéi aux ordres de Zelensky pour s'attaquer à la Russie. Voilà un continent qui n'a rien, qui n'a ni pétrole, ni gaz, ni or, ni rien du tout. Je parle du continent européen, qui n'a strictement rien, qui vit même le blé. Rien, la France n'a rien. Quand ça ne va pas, on envoie Macky Sall, le garçon de course, il court là-bas pour aller parler le nom de l'Afrique pour venir sauver l'Europe. C'est vraiment honteux. Donc un continent qui n'a rien, qui dépend de tout le monde, c'est le continent le plus gonflé de la Terre. S'ils sont gonflés, c'est à cause des États-Unis. Mais Poutine leur a montré que c'est grâce à moi que vous respirez. Et les Africains aussi doivent montrer à ces Européens que c'est grâce à nous qu'ils respirent. Parce qu'ils sont en respiration artificielle maintenant. L'heure est de couper le franc CFA. Nos chefs d'État de la CAC qui se sont regroupés pour aller essayer de dire qu'il faut reformer le franc CFA. Moi, je ne sais pas s'ils ont compris la situation. L'euro est en chute libre. S'ils ne sont pas au courant, ils n'ont qu'à consulter leurs conseillers en communication. Ils vont le leur dire. C'est le moment pour la CEAC de quitter le franc CFA. C'est le moment pour l'Afrique de l'Ouest, bon gré mal gré, contre le gré de Alassane Ouattara, qu'il n'a qu'à manger lui seul son écho là-bas, avec Macron. On ne rentrera pas dedans. On ne rentrera pas dedans. Tout ce qui attend l'Afrique, si on ne sort pas de là, si on ne sort pas de là, c'est une dévaluation fatale que l'Occident va nous faire, surtout l'Europe, pour pouvoir se rehausser, pour pouvoir maintenir l'euro. Or, l'euro doit disparaître parce que c'est une monnaie furtive. Ce n'est pas une monnaie qui existe, c'est un papier banal, inutile, qui n'est adossé que sur le colonialisme, sur l'impérialisme, qui n'est pas basé sur des richesses naturelles réelles comme le rouble de la Russie. La France n'a plus d'électricité parce que le gaz a été coupé. Le délestage a commencé un peu partout. Je vois les colons sont retournés au charbon. Et eux-mêmes, ils disent que ce sont des pépites d'or. Hein, on ne parle plus de l'écologie. Les plus grands... C'est terminé. Les comédies là qu'on nous sortait, ils polluent, après ils viennent accuser l'Afrique. Ça, c'est terminé. On ne pense plus à ça, non. C'est le tiers-mondisation de l'Europe qui est en cours. Donc on leur dit bienvenue dans le tiers-monde, dans cette partie du monde que vous avez créée. Donc il y a de la place pour l'Europe là-bas. Donc vraiment ils peuvent venir goûter à ce qu'ils ont créé. Parce qu'à partir de maintenant, l'électricité de Poutine, le gaz de Poutine s'achètera avec le rouble. Le banditisme qualifié que la France était en train de faire. Le jeu est simple, c'est-à-dire qu'il payait avec l'euro et l'argent qui est payé, quand Poutine livre le gaz, l'argent qui est payé en euros, il gèle cet argent pour dire qu'il y a les sanctions. Donc vous faites le banditisme aux Africains, vous croyez que Poutine c'est un Africain. Poutine c'est pas un Africain. Votre grand banditisme là, ça prend fin ici et maintenant. Donc aux présidents africains, je leur demande de sortir rapidement et sans négociation. C'est là où on doit dire le sans délai. C'est pas le sans délai de Ouattara, non. Sans délai, il faut sortir du franc CFA. Parce que c'est une monnaie qui va nous plonger. C'est pas une monnaie même. Ce n'est pas reconnu comme le général l'a dit. Ça n'existe nulle part. C'est un truc colonial, un papier colonial qui fait partie, qui fait vivre la France-Afrique. C'est pour cette chose-là que les bases militaires de la France occupent nos pays. Donc on n'est pas capable de voir ça si Poutine ne vient pas nous expliquer cela. On n'est pas capable de savoir que la France est en train de nous tuer, en train d'aller d'échec en échec depuis plus de 9 ans. Si Erdogan ne vient pas nous dire cela, on n'est pas capable de savoir que la France utilise des mercenaires pour déstabiliser le Mali. Si Poutine ne vient pas nous dire cela, est-ce que c'est Poutine qui a enfermé et qui avait trahi la position des Assimi quand ils étaient sur le terrain et les a remis aux terroristes? Est-ce que c'est Erdogan qui a fait ça? Est-ce que c'est la Chine? C'est pour cela qu'on est devant un pays voyou, un pays historiquement et foncièrement raciste, un pays méchant, un pays vraiment diabolique. Donc devant ce pays, il faut employer la manière forte. Macron a bel et bien expliqué qu'ils doivent être plus agressifs. Ça va accélérer seulement leur départ. On est content qu'ils soient agressifs. S'ils ont du culot, ils ont vu comment on a dégagé l'ambassadeur de France. Ça, ce n'est pas tout. Il faut que le centre culturel de la France, en tout cas au Mali, soit fermé
en tout cas que l'on mette le jardin d'enfants là-bas, ou bien centre culturel malien, ou bien une école. Vraiment quelque chose qui va dans le sens de l'éveil de la culture malienne, des aspirations maliennes. Il faut que l'ambassade soit fermée. Si Macron nous écoute, qu'il écoute très bien, on va se battre pour ça. La MINUSMA va dégager. Le centre culturel français va dégager. L'ambassade va dégager. Bolloré, le même Bolloré qui a été chassé ici là. Le Bolloré va dégager. Orange va partir. Le Maroc tel là qui s'est fait passer pour Malitel va partir parce que c'est vous qui donnez le marché au Maroc. Donc l'Algérie va venir à la place du Maroc et on ira en partenariat gagnant-gagnant. Et ce n'est pas tout. Il faut vraiment que tout ce qui concerne les entreprises françaises, et puis d'ailleurs le coton et autres là, il faut qu'on fixe les prix. Ce n'est plus Londres, c'est terminé. Ce n'est plus Londres. Il faut qu'on change de monnaie, ce n'est plus Londres. Je ne m'acharne pas sur notre pouvoir, sur notre autorité, parce qu'ils sont en excellente voie. Ils sont en très très bonne voie, ils sont très bien avancés. La constitution du Mali est en train d'être refaite parce que tous les blocages de notre développement, c'est lié à la constitution qui nous empêche d'évoluer. C'est taillé sur mesure par rapport aux accords coloniaux. Donc tous les marchés que vous voyez là, même pas 20% que les Africains ont, tous les marchés que vous voyez, ça dit que la France vient, c'est un gré à gré. Donc quand la France t'exploite, elle exploite ton sous-sol ou autre, elle va te prendre 90% et te donner 10%. Et d'ailleurs, est-ce que tu auras ces 10%? Elle va fabriquer des faux billets là-bas pour venir te les déverser. Un billet qui n'est pas reconnu. Ni en France, d'ailleurs en France, ce billet n'est pas reconnu. Qu'est-ce que les Africains en 2022, quand je vois des chefs d'État, au lieu de prendre leur courage à bras le corps pour sortir de cette monnaie nazie, tout le monde est au courant maintenant, vous êtes tous démasqués. Le franc CFA est démasqué, Macron est démasqué. Ayez le courage. Si j'étais, moi femme, si j'étais à votre place, la première des choses que j'allais faire, c'est de sortir de cette monnaie au lieu de, en 2022, se réunir de manière éhontée pour parler d'une possible réforme. Et j'entends aussi des balivernes à propos du président patriote Paul Biya, qu'il a refusé de sortir du franc CFA, que Ali Bongo et le président de la Guinée équatoriale l'ont demandé, qu'il a refusé de sortir du franc CFA. Le franc CFA, là, quand on doit sortir du franc CFA, c'est publiquement qu'on le dit, non? On ne dit pas ça, ce sont des balivernes pour calomnier le digne président patriote. Tout ce que Paul Biya a accompli ici aujourd'hui, allez voir ces deux pays s'ils ont accompli la même chose. La Guinée équatoriale est en palabre. C'est un petit pays. Ce n'est pas à la dimension du Cameroun. La Guinée équatoriale est en palabre avec la France et on est en train de soutenir la Guinée équatoriale. Il y a un moment donné, il va falloir que les présidents africains respectent la souveraineté des peuples africains. Et si cela ne se fait pas dans la passivité, eh bien nous arracherons notre souveraineté par la force. Merci. Merci pour cette intervention, Madame Amina Fofana. Monsieur Batengene, RFI et France 24 au service de la propagation mensongère pour la France, selon vous ou bien? RFI et France 24 n'ont jamais été des médias indépendants. C'est même d'ailleurs, quand j'ai lu le communiqué de France Média Monde, protestant les déclarations du président français. C'était du cinéma. C'était du cinéma. Comment voulez-vous? France Média Monde, d'abord par le mécanisme de son financement. France Média Monde a supprimé la publicité. C'était sous Nicolas Sarkozy. C'était encore une once de financement qui laissait subodorer le fait que ces médias soient indépendants. Subodorer, c'est-à-dire soupçonner. Sauf que sous le président Nicolas Sarkozy, on a enlevé la publicité au service public et on a demandé au service public de désormais vivre sur les financements d'État, la subvention. Deuxième élément sous Nicolas Sarkozy qui s'est produit, il y a eu une reformulation des programmes parce qu'il fallait aligner les médias France Média Monde
sur la diplomatie française. Mais quand il y a eu cette protestation, j'ai eu l'impression que nous étions des auditeurs des RFI il y a peu de temps. Il y a de cela 10 ans ou 12 ans, nous l'étions. C'est le conflit en Côte d'Ivoire et les manipulations des RFI qui nous ont transformés en résistants invétérés. Et la montée d'Afrique Média. France Média Monde est dans la continuité du Quai d'Orsay. La protestation était du cinéma. Donc, dans cette perspective, France Média Monde est un instrument de propagande du service public français. Au niveau international, la propagande d'État est portée par des canaux idéologiques. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans les communications au niveau des RFI, France 24 et TV5, il y a un type d'expert qui est toujours consulté. Quand il s'agit de situations à l'international, Sciences Po Paris, l'IFRI, les organismes de Sciences Po Paris comme l'IFRI, sont vite convoqués pour apporter, le CNRS qui chapeaute tout ça, sont convoqués pour apporter leur regard. Mais qui sont les chercheurs du CNRS? Tout sauf des chercheurs indépendants. Le mécanisme d'attribution des bourses de recherche est orienté vers les chercheurs qui feront allégeance à l'institution. Il y a donc une orientation de l'opinion par des mécanismes subtils qui fait que la propagande est passée sous le sceau de ce qu'on appelle la recherche scientifique. Et est-ce que ce que je dis est du mensonge? Non. Prenons le cas de la gestion de la Covid-19 en France. Vous remarquerez que les médecins qui ont été amenés sur le plateau étaient corrompus. Certains avaient des conflits d'intérêts, ils étaient employés de Pfizer. Et ils venaient défendre le vaccin, la solution vaccinale. Il n'y avait pas d'indépendance. C'était des individus qui portaient le discours d'individus qui eux-mêmes ont des intérêts à ce que le vaccin passe. C'est comme ça que le média c'est comme ça que la nébuleuse France Média Monde évolue. On prend des chercheurs qui ont des intérêts, qui sont en conflit d'intérêts, et c'est à eux qu'on donne la parole. Et ces chercheurs sont présentés comme étant des gens indépendants fallacieusement pour manipuler l'opinion. RFI, France 24 n'ont toujours été que des instruments de propagande. Un autre élément, Alain Foucault, il y a peu de temps, a fait la dure expérience de revenir sur Terre. Lorsqu'il avait pris sur lui d'orienter ses magazines d'une certaine manière. Qu'est-ce qui lui a été dit? Un rappel à l'ordre de France Média Monde, où la directrice lui rappelait que même s'il a créé un média où il croit être indépendant, le fait que les contenus aillent pour le média France 24 et que l'ensemble des productions soient réservées, ils ont un droit de regard. Donc dorénavant, ils devront surveiller ces productions. C'était quoi? C'était une manière de lui rappeler qu'il est tout sauf indépendant. Cette note historique scellait le contrat de propagande qui lie le journaliste de France Média Monde à son média propriétaire, à son employeur. Donc, avec tous ces éléments, comment pouvons-nous croire qu'RFI et France 24 ont un jour été des instruments indépendants? C'était encore la propagande d'État pour vendre quelque chose qu'Antoine Glaser est venu vendre dans nos universités. Quand il venait ici à l'Estique, donner l'impression que les médias peuvent être indépendants. C'est faux. Les médias dépendent, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Abraham Gramsci, qui est un des meilleurs chercheurs en matière de sciences politiques. Les médias indépendants font partie de ce qu'on appelle les appareils idéologiques de l'État. Les médias d'État font partie des appareils idéologiques de l'État. Parce que ces appareils construisent en nous des réflexes, des manières de penser, des manières d'envisager, de percevoir des faits qui, finalement, nous croyons que ces mécanismes émanent de nous alors qu'ils sont impulsés de l'extérieur. Et c'est ce que les médias français ont fait pendant longtemps. Vous racontez la crise ivoirienne sous le prisme de la France.
Ils vous disent que les forces nouvelles, ils ne les appellent pas les rebelles. Les forces nouvelles sont des forces politiques, alors que c'est des rebelles qui sont dans l'imposture guerrière au niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Ils vous présentent les terroristes comme étant des djihadistes en manipulant un concept pour noircir l'islam, alors qu'il s'agit simplement de terroristes qui vont sur des revendications politiques. C'est de la manipulation d'État. Monsieur Macron n'a donc rien fait qui soit un scandale. Monsieur Macron est simplement venu rappeler à tous ces journalistes qui vivaient même, et vous savez, nous avons développé ça ici, le mensonge. Parfois, l'individu qui manque tellement que à un certain moment, il ne se rend pas compte qu'il ment. Il se ment même à lui-même sur ses propres choses. Si bien qu'à un moment, il se doute même de ce qu'il pense. Il se dit, est-ce que je dis la vérité ou bien est-ce que je suis encore en train de mentir? Et c'est ce qui est arrivé aux journalistes français. Ils sont tellement habitués à la propagande que le jour où on leur rappelle qu'en fait, vous ferez maintenant la propagande officiellement, ils sont tentés de riposter et dire non. Or, ils n'ont toujours fait que la propagande. Donc, Macron n'a rien fait qui soit un scandale. Macron a révélé la nature de France Média Monde. Mais ce que Macron aussi ne sait pas, ou du moins ce qu'il a reconnu et qu'il a oublié, c'est que France Média Monde n'a plus d'influence dans le monde. France Média Monde est à l'image de la France. France Média Monde est dans le déclin continu. France Média Monde, par exemple, qui eût cru qu'un pays africain aurait pu suspendre les antennes de RFI? France 24. C'était impossible il y a cela 12 ans. Le Mali l'a fait. Vous avez vu une tornade à Bamako? La France menaçait parfois les États. Au cas où vous faites ceci, nous prendrons des mesures de rétorsion. Et en géopolitique, la menace est la première étape de l'escalade. Je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît. Oui, la grande dame, c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci beaucoup. RFI commençait à s'installer dans toutes nos régions et pour parler nos langues, traduire son journal dans nos langues et recruter des Maliens au fin fond du Mali pour organiser la déstabilisation du Mali. C'est ce que RFI a fait. RFI, ils n'ont pas été chassés pour rien. RFI traduisait tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire tout contre le Mali. Donc, ils traduisent ça dans nos langues, par rapport au secteur, par rapport aux régions. Ils recrutaient des gens pour aller diffuser des informations contre l'armée malienne, des propagandes contre le régime de l'État malien et en vue de déstabiliser le Mali. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été chassés du Mali. On n'a pas besoin de leur antenne et ce n'est que le début de leur calvaire. On y arrive tout doucement, tout doucement. On va finir par enlever toutes les racines de la France-Afrique, de leur imposture qui se trouve au Mali, et pas seulement au Mali. On ne se limitera pas là. Parce que si le Mali s'en sort et que les autres pays ne s'en sortent pas, ce sera un problème. Donc on est là pour aider tout le peuple africain. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis au Cameroun. Et je suis sûr aujourd'hui que l'impérialisme ne dormira pas ce soir. Vas-y, Jonathan. Avec tous ces éléments, M. Macron n'a donc rien inventé. Il est en train de dire ce qui se passait. France 24 et RFI n'ont été que des instruments de propagande. Et M. Macron est venu nous dire que maintenant, ça se passait hier au noir. Ou bien ça se passait dans leur contrat avec leur employeur. Maintenant, nous faisons la guerre. Sauf que, nous le répétions, France 24 et RFI sont en déclin. Il n'y a plus de crainte à avoir. Le média qui fait la pluie et le beau temps en Afrique aujourd'hui, c'est Afrique Média. C'est les médias panafricanistes. C'est les médias qui s'imposent, non pas par leur envie propagandiste, mais parce que les auditeurs, les téléspectateurs, les web téléspectateurs, quand ils nous suivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quand même le soin d'aller vérifier. Et ils se rendent compte que notre parole ne peut pas souffrir d'être affublé, d'être de la propagande, parce que les faits sont fondés. Quand Mme Amina Fofana vient et qu'elle parle de la réalité au Mali, qu'elle parle des réalités actuelles, par exemple, les raisons pour lesquelles RFI et France 24 ont été fermés. Ils ont dit que l'armée malienne fait des faits qui sont insolents.
face à celui qui les écoute. Et ces faits lui parlent tellement fort que ce dernier n'a qu'un sentiment. Il est remonté par cette tentation de manipulation. Voilà la réalité. RFI, France 24, Madame Capen n'ont plus aucun poids en Afrique. Monsieur Macron peut encore aller tempester devant même ces journalistes et nous leur disons, ne protestez pas. Prenez fait et cause. Nous voudrons même nous frotter à cette guerre médiatique et la gagner vaillamment. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, à coup sûr, chers téléspectateurs, vous le constatez depuis quelques minutes déjà, vous constatez des messages de la part des différents internautes, beaucoup de cœurs. Merci infiniment pour tous ces internautes-là. Vous le constatez, c'est véritablement les réactions à chaud de la part de nos téléspectateurs, de tous ceux-là qui se battent autant pour moi, corps et âme, pour la libération de l'Afrique. Général Issa Diawara, je vous passe la parole. La France a-t-elle dévoilé sa faiblesse et sa crainte vis-à-vis de la Russie et de la Chine? Madame, quand la France dit, quand Macron dit vouloir s'apprendre, en tout cas l'Afrique sur le plan communicationnel, ça a toujours été le cas. L'Afrique a toujours subi une attaque sur tous les volets de la part de la France. Mais c'est surtout vous, Afrique Média, qui êtes dans le viseur de la France. À commencer par vous, Afrique Média. C'est pourquoi nous aussi, nous serons agressifs, M. Macron, contre dorénavant la politique française. Nous allons ajouter encore un peu de dose. Nous serons très agressifs que Macron reçoive ce message. Et ensuite, ils disent France Média Monde, c'est une insulte là. Je demande à Afrique Média d'assumer, prenez votre leadership en termes de ce qu'on appelle les médias panafricains. Créez ce qu'on appelle Afrique Média Monde pour répondre dorénavant à Macron. S'il y a France Média Monde, il y aura Afrique Média Monde. Dorénavant, quand il faut un communiqué, Afrique Média Monde aussi va répondre. Faites une pétition pour recenser tous les médias panafricains. Pour que dorénavant, nous allons répondre en bloc à M. Macron. Nous serons plus divisés. Et ensuite, je vais vous dire en deuxième point. En deuxième lieu, s'il est faible, en fait, M. Macron est moins intelligent. Il est moins intelligent. Parce qu'il est intelligent, il va se demander, mais qui gagne la France et l'Europe dans la guerre entre la Russie et les États-Unis? Parce que ce qui se joue en Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Aujourd'hui, les plus grands gagnants de cette guerre, c'est bien sûr la Russie et les États-Unis. Qui gagne l'Europe concrètement? Les États-Unis sont en train de vendre le maximum de gaz liquéfié. Et le prix du gaz a augmenté. La Russie a déjà gagné, du début des opérations aujourd'hui, plus de 150 milliards de dollars sur le prix du gaz. Mais qui gagne l'Europe? Et Macron, il est là à demander aux Européens de se sacrifier. Mais en échange de quoi? Moi, je pouvais comprendre que si les Européens étaient une puissance qui produisait le gaz ou le pétrole, et que cette guerre allait faire l'affaire des Européens, mais je pouvais dire, ok, allez-y, ça fait votre affaire. Mais l'Europe la gagne quoi dans cette guerre? Macron, il est moins intelligent. Je comprends pourquoi il est en train de se casser les dents. S'il se cassait seulement les dents, je peux comprendre. Mais il est en train de casser les dents à tous les Européens à cause de certaines stupidités, tout simplement. Parce que lui, il est venu aux affaires par les lobbies. Parce que ses patrons ont quelque chose à gagner. Ces patrons qui sont du côté des États-Unis ont quelque chose à gagner dans la guerre européenne. Parce que beaucoup voient Macron comme un Européen. Ce n'est pas un Européen. Macron, c'est un agent. Il a été recruté. Son cousin, c'est Zelensky. C'est un agent. Regardez bien ce monsieur. Son cousin, c'est Zelensky. Il n'a pas enfanté, il n'a pas besoin d'enfanter. Parce qu'il s'en fout de l'avenir du monde. Donc Macron s'en fout de vos enfants, les Français, les Européens. C'est pourquoi nous autres Africains, là, nous, comme nous, on a compris, on ne va pas vous conseiller pendant longtemps. Ensuite, vous savez, dans la vie, ayez peur de quelqu'un qui accuse toujours les autres. Ayez peur de quelqu'un qui n'est jamais responsable. Nous, Africains, panafricains, avant de commencer cette lutte, mais même à présent, nous nous apprenons aux présidents africains qui sont des valets de l'Occident. Nous ne faisons pas cadeau à Ouattara. Si jamais Ouattara change de main et décide de défendre
les intérêts de l'Afrique. Mais moi, je serai le premier à défendre Ouattara. Si jamais demain Goïta décide de ne plus faire les affaires de l'Afrique, mais je serai le premier à les dénoncer. Mais Macron n'est jamais responsable de rien. C'est toujours la faute à la Russie. C'est toujours la faute aux Africains. C'est toujours la faute aux Chinois. C'est toujours la faute aux autres. Mais lui, il est responsable de rien. L'Europe même n'est responsable de rien. De ce qui arrive à l'Europe. Vous savez, moi je demande, M. Gamal Abinal, transmettez mon message aux Algériens et autres. Faites tout, je vous en prie. N'augmentez pas le volume de votre gaz que vous livrez aux Européens. Assistons ensemble à leur agonie. Il faut que nous les absorbons tomber, ils vont crever. Puisqu'ils ont fait la guerre à la Russie en comptant sur le gaz africain. Le Mali bloque aujourd'hui la voie du transit du gaz de l'Afrique subsaharienne. Et là, c'est pourquoi ils combattent le Mali. Et nous demandons à l'Algérie, n'augmentez pas votre position. Il ne faut pas prolonger leur durée de vie. Ils sont en chute libre, ils vont mourir bientôt. Vous savez, les Européens là, en tout cas, ces colons là, dorénavant, tellement ils ont des difficultés financières, parce que la vérité n'est pas dite aux Européens. La vérité n'est pas dite aux Européens. La Russie a coupé le gaz à la France parce que la France n'a plus les moyens de payer. La France ne veut pas payer. On ne va pas livrer le gaz gratuitement à la France. C'est du vol. Aujourd'hui, les Européens ont fait livrer même aux terroristes ici au Mali. Vous savez, lors des derniers combats, à Soukoulé et à Tessit, beaucoup d'armes saisies sont des armes dernier cri, venues directement de l'Europe. Et des appareils de communication de dernière génération. Nous sommes en train de les broyer. Beaucoup de terroristes que nous avons neutralisés sont des mercenaires français. Puisque les terroristes refusent dorénavant de venir se battre au Mali. Ils disent que quand vous partez au Mali, vous n'êtes plus sûr de revenir. Ce n'est plus aller s'attaquer au Mali et revenir sain sauf avec un butin de guerre. Quand vous allez, vous crevez. Il est difficile de vous montrer certaines images. Soit je vais vous montrer des images où vous allez voir des terroristes qui ont une partie du corps totalement rasée. Le Mali utilise des armes de calibre 14-7 contre des terroristes, et de 12-7 contre quelques terroristes. Comprenez que ça ne tient plus. Les quelques mercenaires que nous avons neutralisés récemment, mais il y en a de toutes les nationalités, les Français, les Tchèques et autres. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils avancent, nous sommes en train de les neutraliser. Bazoum a fait libérer, vider sa prison de terroristes. Mais malgré cela, les terroristes refusent de venir au Mali. Ils sont en train de s'apprendre au Burkina. Damiba pour chercher protection près du Mali. Nous demandons seulement, qu'est-ce que nous demandons à Damiba? Qu'il nous autorise d'intervenir sur le sol burkinabé. Et vous allez voir que les médias occidentaux disent, ah, le Mali est contrôlé à 40% par les terroristes. C'est pas vrai. Les terroristes ne contrôlent même plus 10% du territoire malien. C'est de la vieille communication. C'est de l'ancienne communication. Nous contrôlons toutes les villes. Toutes les bases abandonnées par les Français ont été investies par les militaires maliens. Nous sommes dans toutes les villes du Mali. Au moment que moi, nous sommes en train de parler, à Talatay, il y a des combats entre les milices d'autodéfense du Mali contre le groupe terroriste. À Talatay et tout près d'Assongo, il y a des violents combats en cours. Et dites-vous que nous allons encore les écraser là-bas. Vous n'avez pas remarqué que depuis que nous avons acquisé la France à l'ONU, et que depuis la France a des difficultés financières, il y a moins d'attaques parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent à donner aux terroristes. Et d'ailleurs, la France a fait un chantage au Burkina pour que le Burkina paye plus d'1 milliard 200 millions aux terroristes chaque mois. Tellement la France même plus les moyens. Donc les terroristes aujourd'hui, les ravitailler, ça pose problème. Ils ont leurs problèmes financiers là-bas. Ils ont leurs problèmes de gaz. Ils ont les problèmes d'armes parce qu'ils ont tellement livré des armes à l'Ukraine qu'aujourd'hui, la défense même de l'Europe est menacée. La défense de l'Europe aujourd'hui est fragilisée. Aujourd'hui, n'importe quel pays peut se jeter. Si ce ne sont les armes nucléaires, peut se jeter si l'Europe leur finir leur compte. Ils n'ont plus d'armes. Les armes défensives, ils ont tout livré à l'Ukraine. L'Allemagne aujourd'hui dit haut et fort qu'elle ne va plus livrer une arme à l'Ukraine. Parce que même les armes pour leur propre protection, ils n'en ont plus. Tellement la Russie va lentement, doucement. Poutine prend tout son temps pour qu'il continue d'envoyer les armes et qu'il continue d'écraser ces armes. En réalité, quand Poutine dit qu'il va démilitariser l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine. Poutine veut démilitariser l'Europe tout entière.
C'est l'OTAN que Poutine est en train de démilitariser. Même aux États-Unis aujourd'hui, ils sont en problème d'armes. Les armes de projection là qu'il faut livrer à d'autres pays, ça pose problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les terroristes sont affaiblis, sont diminués, et nous allons continuer tout lentement, parce que nous aussi, nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons attendre que tous les terroristes là qui arrivent de tous les pays là, jusqu'au Ghana là, qu'ils avancent, petit à petit, petit à petit. Nous allons les broyer, nous allons les écraser. Vous allez voir, après la guerre au Mali, là, il n'y aura plus de terroristes en Afrique. J'ai fini, merci. Merci pour cette intervention, Général Issa Diawara. Monsieur Gamal Abina, je vous renvoie cette question. La France a-t-elle dévoilé aux yeux du monde sa faiblesse et sa crainte vis-à-vis de la Russie et de la Chine, ou alors la France est tout simplement en train de mettre un terme aux efforts sur son pays? Plusieurs éléments. D'abord, son influence africaine est quasiment devenue quasiment nulle. Ensuite et surtout, c'est vrai que le fait d'avoir voulu au départ négocier avec les Russes, ils ont essayé de négocier Macron, et puis après de se rallier à l'Occident américain, en l'extrême Occident, donc aux positions américaines, a fait qu'ils se sont lancés dans une bataille qui n'était absolument pas gagnable, pour deux raisons. Parce que la Russie, dès qu'elle a attaqué l'Ukraine, dès le premier jour, a écrasé immédiatement toutes ses forces aériennes, donc aucune possibilité pour les Ukrainiens de pouvoir organiser une offensive. Puis ensuite et surtout parce que les Russes ont 30% des réserves d'énergie européenne, et qu'il est impossible dans un laps de temps trop court, de moins de 2 ans, 3 ans, de remplacer ces réserves par d'autres pays. Alors pour répondre au frère Diawara, l'Algérie, qui ne se trompe pas d'intérêt, a augmenté de 50% l'exportation de gaz vers la France, ce qui coûtera très cher aux Français. Le gaz est payé avec une monnaie, on dirait, sonnante et trébuchante, puisque c'est du gaz au prix actuel, extrêmement élevé, puisque multiplié par 10. Et donc l'Algérie a augmenté son exportation de 50% de ce qu'elle exportait, qui correspondait à 8% des approvisionnements français. Ça signifie que la France est passée de 8%, avec 50% de plus, à 12%. Donc c'est marginal, ça ne compense absolument pas les besoins du gaz russe, qui était de 17% pour la France, ce qui fait que la France se retrouve avec un déficit de 13% d'importation. Donc elle ne peut pas faire face. Et il y a beaucoup d'esbrouves, beaucoup d'effets d'annonce, mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure, M. Macron a annoncé déjà aux Français qu'il allait largement réduire la disponibilité en énergie, gaz, charbon, puisque l'électricité, ils sont assez bien pourvus, avec l'énergie nucléaire. Et donc aujourd'hui, on est sur une situation où effectivement, les Algériens jouent leur va-tout, mais n'ont aucun intérêt d'abord, parce que c'est les alliés des Russes, ça commence par ça, et surtout n'ont aucun intérêt à augmenter leur production de gaz à destination de la France, puisque moins il y a de gaz, plus c'est cher. Donc aujourd'hui, par exemple, on sait que la Russie a engrangé en 6 mois plus de 167 milliards de dollars. Je rappelle que la Russie est sous sanctions occidentales et qu'elle n'a jamais engrangé autant d'argent dans son histoire que depuis ces 6 derniers mois. Donc la bataille économique est largement gagnée par la Russie, et largement, mais vraiment au-delà de toute attente. Que le rouble, qui est une monnaie qui valait pas grand-chose, s'est apprécié dans des proportions qu'on n'avait pas revues depuis au moins 20 ans. Donc le rouble devient une monnaie de référence, puisque les Russes obligent les États à acheter en rouble, et que les États qui n'achètent pas en rouble, ils ne reçoivent pas de gaz. Tout simplement, la Russie coupe immédiatement l'approvisionnement. C'est pas parce que les Russes ne veulent pas vendre, c'est qu'ils imposent, puisqu'ils sont sanctionnés, à ce que les Européens achètent du rouble, à coût excellent, dans la mesure où quand on oblige l'adversaire qui vous refuse le dollar à acheter votre monnaie, vous êtes obligé d'acheter en dollars. Donc, bilan des courses, les Russes ne sont absolument pas impactés par le problème de la déconnexion du système bancaire russe à SWIFT, mais plus encore, ils accroissent la qualité de leur monnaie en bénéficiant en plus d'un afflux considérable de dollars. Donc toutes les sanctions qui avaient été organisées et planifiées par les États-Unis et l'Occident sont un échec total. Alors est-ce que la France aujourd'hui est inquiète? Oui, elle est inquiète parce que d'abord sa voix ne porte plus, parce que c'est un pays qui est 7e puissance économique mais qui ne fait que reculer pour des raisons évidentes de désindustrialisation. L'industrie française est moins importante maintenant que l'italienne, ça vous dit un peu le niveau, et surtout parce que la France, dans un passif qui est quand même pas très glorieux, a du mal à essayer de donner l'image d'un pays honnête, d'un pays qui était du bon côté, en l'occurrence ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire que pendant 8 ans ils ont été là-bas à squatter, mais les Maliens continuent à mourir. On va pas donner les chiffres du nombre de morts maliens parce que c'est quand même abyssal. Et de l'autre côté, vous avez des Russes qui débarquent au Mali, qui aident les Maliens, ils ne sont pas condescendants ni paternalistes, qui les forment à l'utilisation des armes, non pas au combat, puisque les Maliens savent se battre, mais aux armes de combat. Et à partir de là, ils obtiennent des résultats que jamais les Français n'ont obtenus. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est bien que
Général Diawara le précise, il n'y a pas plus de 10% du territoire qui n'est pas sous contrôle terroriste d'ailleurs, c'est pas un contrôle, hein, qui est encore avec une zone terroriste, c'est pas pareil, ce qui ne contrôle rien du tout. Les terroristes, par définition, n'ont pas la capacité de pouvoir structurer un territoire et encore moins le contrôler. Ils n'ont pas de monnaie, ils ne produisent rien, il n'y a pas de, ils ont de l'argent par le trafic, mais ils n'ont pas l'argent par le travail, et surtout, ils n'ont pas d'industrie pour créer des capacités offensives. Donc, les terroristes sont des éléments un petit peu épars qui sont sur un territoire dans lesquels ils pensent qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent. Donc, ces terroristes sont en train de se déporter ailleurs. Et effectivement, l'échec est patent de la part des Français, particulièrement les Français d'ailleurs. Parce que les Anglais sont beaucoup plus malins, ils restent quand même planqués. Les Français étaient aux avant-postes, toujours cette arrogance gauloise, qui fait qu'ils pensaient donner des leçons à tout le monde, qu'ils pouvaient exporter leur modèle jacobin et républicain comme si c'était la panacée, et surtout qu'ils expliquent aux Africains que nous allons vous expliquer qu'il vous faut de la démocratie. Moi je dis que la démocratie ne vient qu'une fois qu'on a la sécurité, et la sécurité économique. Militaire évidemment, et économique ensuite. Et la démocratie, c'est une sorte de luxe, comme ça, de grand luxe, qu'on offre à des peuples qui sont déjà tranquillisés et qui auront autre chose à penser qu'aller se nourrir quotidiennement. Et oui, la France est en difficulté parce que les Russes ont remporté largement les mises en Centrafrique. Première humiliation sur une zone où les Français étaient quand même très influents, avec la zone de Centrafrique, et aujourd'hui sur le Mali. Et moi, j'espère, et c'est là où on a parlé des autorités algériennes, j'aurai l'occasion de rencontrer évidemment, mais j'espère que très prochainement, les Maliens vont franchir le cap, qui est un cap difficile à franchir, mais essentiel et nécessaire, c'est qu'ils créent leur propre monnaie. C'est-à-dire qu'ils fassent en sorte, en adossant leur monnaie peut-être à un bitcoin, n'importe quoi, qu'ils créent leur propre monnaie, ou même quasiment sur leurs réserves, puisqu'ils ont des réserves d'or, ils ont des réserves de pétrole, de gaz qui ne sont pas exploitées, que les Maliens créent leur propre monnaie pour se décoloniser définitivement. Il y a deux choses qui posent problème dans les pays africains, c'est qu'ils ont gardé la monnaie du colon, c'est intolérable, et ils ont gardé malheureusement la langue du colon. Il faudrait se mettre d'accord pour qu'il y ait une langue nationale. Fait avec plusieurs langues, c'est pas un problème, mais on se met d'accord pour qu'on lave le cerveau des Maliens. J'ai entendu une fois Amina Fofana parler dans la langue régionale de son pays, et je trouve ça très beau, et dommage qu'on ne l'entende pas. C'est pas normal que les langues africaines, à part l'éthiopien, que les langues africaines ne soient pas des langues nationales, parce qu'elles sont, c'est vrai, nombreuses, mais on peut s'arranger pour faire une langue. Je veux dire, Israël a bien créé une langue de toutes pièces, avec l'hébreu moderne. Donc ça, c'est des codes importants à transmettre, et je pense qu'il faut y réfléchir. Ensuite, le rapport de force avec la France doit être un rapport assaini. C'est-à-dire qu'on peut avoir des relations commerciales avec un pays à partir du moment où ce pays vous respecte. Là, aujourd'hui, ce ne sont pas des relations commerciales, c'est un rapport de maître à esclave, de vendeur à vendu, j'allais dire, de vendeur à acheteur, mais c'est pas très sérieux, ça. Donc, il vaut mieux qu'il y ait des relations saines sur un rapport de force sain. Et les Maliens ont, pour la première fois, c'est vrai, il faut le reconnaître, en Afrique, montré depuis très longtemps, puisque c'était avant Sankara qui avait montré la voie, montré que, comme dans le pays des hommes intègres, au Burkina Faso, on est capable de relever le nez face à l'occidental et de lui dire, vous n'êtes pas plus malin que nous, vous n'êtes pas plus intelligent, et on peut créer l'économie viable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut attendre, j'attends beaucoup, une réponse de la part du Mali, une réponse structurée, d'abord sécuritaire évidemment, puis ensuite, évidemment, une réponse qui sera de dignité, parce que la dignité est une chose qui a beaucoup échappé à certains dirigeants africains, de retrouver sa dignité, de relever le front. Ils ont la possibilité de le faire, ils ont les partenaires pour cela, ils peuvent choisir qui ils veulent dans le monde, ils ne sont pas obligés de s'enfermer avec les Russes ou les Chinois, il y en a d'autres, mais ne pas écarter les Russes et les Chinois évidemment, et élargir la voilure pour faire en sorte que ces pays deviennent vraiment autonomes, indépendants, et qu'ils recréent les richesses de pays qui, et je le rappelle à nouveau, ont quand même des civilisations très anciennes, on n'est pas sur des pays qui viennent de naître. Donc ce serait pas inintéressant d'envisager. Quant à la France, effectivement, aujourd'hui elle joue son va-tout, elle est en grande difficulté. Le président Macron ment beaucoup, malheureusement, on s'en rend compte avec le pétrole et le gaz. Et l'hiver risque d'être extrêmement tendu en Europe, puisque les augmentations annoncées vont du simple au triple. Donc ça signifie que le petit Européen pauvre, qui n'a pas les moyens de se payer le chauffage, risque de vivre un hiver très difficile. Je parle même pas des entreprises qui sont en train de fermer les portes en cascade. On annonce des milliers de fermetures de sociétés en Angleterre, en Allemagne et bientôt en France. Tout cela, ça n'augure rien de bon, sauf si, enfin, les Occidentaux sortent de leur prétention arrogante et acceptent l'idée selon laquelle la guerre d'Ukraine était gagnée dès le premier jour, qu'il ne fallait pas continuer à faire tuer inutilement ce pauvre peuple ukrainien qui n'avait rien demandé à l'origine, je le rappelle. Monsieur Gamalabina, Monsieur André Christelle Fanga, des journalistes de RFI et de France 24 s'insurgent contre les déclarations du président français Emmanuel Macron en soulignant, je cite, que RFI et France 24 sont des médias pour le service public et non un média gouvernemental. Quelle est votre lecture? Diversion ou bien? Simplement de la diversion, tel père, tel fils.
on ne peut pas dissocier Radio France Intoxication et France 24 Mensonges. Je répète, on ne peut pas dissocier l'État français de Radio France Intoxication et France 24 Mensonges. Parce qu'ils ne sont que là pour mentir pour le bien-être de la France. Et d'ailleurs, la plupart de ces médias ne sont pas logés au ministère de la Communication en France. Ils sont logés au ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, la plupart ont un statut de diplomate. La plupart de ceux que vous voyez à l'étranger ont le statut de diplomate. Donc, on a affaire à des mercenaires, en fait, en réalité. Si vous voyez un journaliste de RFI, sachez que vous avez en face de vous un mercenaire. Si vous voyez un journaliste de France 24, sachez qu'en face de vous, vous avez affaire à un mercenaire. Fait historique. Et merci Henri d'avoir rappelé que pour mieux parler de la France, il faut parler de son histoire. L'un des brillants Camerounais que nous connaissons, tout ça a été tué par un journaliste français. Non, ça c'est le docteur Wandje, je crois. Wandje, celui qui était empoisonné par Bechtel. Moumier. Félix Roland Moumier a été empoisonné par un journaliste sur le prétexte d'une interview. Donc quand nous parlons de France 24 et RFI, nous avons affaire à des assassins. Parce que la communication n'a pas seulement pour rôle d'informer et aussi de déformer. Parce que si aujourd'hui, ces instruments, et d'ailleurs même, la guerre aujourd'hui n'est pas seulement une guerre seulement des mitraillettes, il y a aussi la guerre des micros. Et nous sommes en pleine guerre où nous sommes là. Parce que nous sommes en train de déconstruire les mensonges prononcés par ces médias. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là. Vous savez, quand Madame Corona... Madame Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. C'est arrivé comme ça à Corona. Allez-y. Dit que le Mali va d'échec en échec. Mais écoutez, est-ce qu'on est sérieux? Un média sérieux ne peut pas interviewer ce genre de dame. Un média sérieux ne peut pas prêter voix, son micro à ce genre de personnage. Même Macron ne doit même plus passer à la télé ou à la radio. Parce que vous ne pouvez pas vomir autant de mensonges et on vous tend encore le micro. Et c'est les mêmes chaînes qui font passer les discours de Macron, qui font passer ces déclarations un peu de partout. Vous vous rappelez de la dernière déclaration de ce Macron au sommet de l'OTAN. Je vais appeler les chefs d'État africains, ils vont venir m'expliquer pourquoi il y a un sentiment anti-français. Avec un ton paternaliste, esclavagiste, de très grands maîtres qui parlent à ses esclaves. À l'époque, c'est Roch-Marc Kabore qui était président de Burkina Faso. Il était obligé de réagir parce qu'il était aussi président en exercice de la CEDEAO à ce moment-là. Il était obligé de réagir malgré sa réaction. Est-ce qu'ils étaient obligés de repartir au sommet de Pau? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ces instruments sont des instruments de guerre. RFI, c'est un instrument de guerre. France 24, c'est un instrument de guerre. Je ne parle pas de Canal Sat. Je ne parle pas des autres éléments que la France utilise pour faire la guerre aux Africains. Parce que la réalité, c'est que si vous entrez dans cette... Je ne parle pas d'Orange Cameroun. Parce qu'il n'y a pas meilleur espion qu'Orange Cameroun. Ils nous volent, ils nous violent. Orange nous vole et viole. Ça, ce sont les instruments français de la déstabilisation de nos États. Donc, quand nous avons ces différents éléments-là, alors, comment France 24, RFI peuvent vouloir se dissocier du discours de M. Macron? Mais non, il n'a fait que dire la vérité. Et d'ailleurs, quand Dieu veut vous rendre fou, quand Dieu veut vous perdre, il vous rend fou. Macron est fou. Macron a été de démence parce que dire des choses qui étaient cachées à Mondial Vision aujourd'hui révèle la vraie réalité de la France. Qu'ils ont des chefs d'État, des hommes, des femmes qui sont atteints de la démence. Parce qu'une dame comme celle-là ne peut pas déclarer des choses telles. Un monsieur comme Macron ne peut pas débiler de tels mensonges à Mondial Vision. Oh, vous êtes stipendié. Oh, vous dépendez de... Oh, vraiment, vous appelez le sentiment anti-français est entretenu par la Chine, la Russie, par les... Je ne sais pas. Mais attends, soyons sérieux, donc nous, on est là. Ce n'est que les Français, les Chinois qui nous dictent. Je n'ai même jamais rencontré même un Chinois de ma vie.
ni un Russe, ni un Turc, qu'on ait échangé un jour ou bien même s'appeler au téléphone. Non. Ce que nous faisons, c'est parce que nous avons constaté que RFI a passé le temps à nous mentir. Et d'ailleurs même, quelle est même cette radio qui est la plus écoutée en Afrique? Comment ça se fait que RFI devient la radio? Ce n'est pas écouté en français. RFI n'est pas écouté en français. RFI est écouté en Afrique. Et la plupart de tous ces débats ne sont que posés que sur le continent africain. Avec les soi-disant Juan Gomez, qui se balade un peu de partout, qui raconte des choses sur notre continent, alors qu'ils n'en savent absolument rien. Quand ils répètent au quotidien les mêmes choses que M. Macron dit, la junte militaire au Mali, la junte militaire. Quand vous répétez ça au quotidien, la junte militaire au pouvoir au Mali, et vous dites le président du Burkina Faso, le président du Tchad, qui sont, vous savez, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des cons. Au travers de leur langage, on peut savoir ce qui est au fond d'eux. RFI, France 24, son bonnet blanc bonnet, avec M. Emmanuel Macron, Mme Colonna et tout le reste. Et ça, il faut le dire clairement, notre continent doit se débarrasser de tous ces différents éléments-là, parce que c'est des poisons pour notre continent. Voilà, j'ai vu une photo d'Africa numéro 1 qui est en train de mourir au Gabon. Africa numéro 1, déjà, les herbes poussent déjà dans les bureaux. Africa numéro 1 qui arrosait notre continent, mais RFI ne fait que prospérer. Canal Sat ne fait que prospérer. Tous les autres chaînes ne font que prospérer, surtout étrangères ne font que prospérer dans notre continent. Alors, comment se fait-il qu'on doit laisser ces gens-là continuer à prospérer dans notre continent, alors que nous avons la capacité? J'avais fait la démonstration ici, un soir, en vous disant que, imaginez-vous 5 000 francs chaque abonné dans chaque pays de 1 million d'abonnés à Canal Sat. Vous savez combien ça donne sur 15 États qui utilisent Canal Sat? Vous savez combien ça donne? Est-ce qu'en un an, on ne peut pas avoir un satellite si ces différents États se décident d'avoir un instrument pour de la communication? Et c'est l'un des éléments qui a tué Kadhafi. Parce que Kadhafi voulait véritablement que les communications en Afrique puissent coûter moins cher. Mais ils l'ont combattu justement parce qu'il ne fallait pas cela. Donc nous savons que monsieur RFI, Radio France Intoxication, France 24 Mensonges, sont des éléments, sont bonnet blanc bonnet avec l'État français. C'est, en fait, ils ne peuvent même pas se dissocier parce qu'ils se nourrissent de ça. C'est eux qui continuent la propagande de la politique mensongère française au niveau de certains États. Alors, vous le savez si bien, chers téléspectateurs, cette émission se veut interactive. Avant de remettre la parole à M. Mandin, on va permettre à M. Delphin de dire un mot sur ces sujets d'actualité. Bonsoir. Bonsoir, ma très chère sœur Céleste Capen. Monsieur Delphin, bonsoir. Vous nous appelez depuis le Burundi. Oui, je disais bonsoir, ma chère sœur Céleste Capen. Je vous remercie une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations à l'ensemble des invités. J'espère qu'ils m'excuseront de ne pas tous les citer. Ce soir, je dédie ma citation à la grande dame de Bamako. Donc, bienvenue à elle, à la maison Afrique Média. Et je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. On m'a parfois prêté la paternité de l'expression nain géopolitique dès que nous parlons de l'Élysée. Eh bien, nous y sommes. Ce même nain géopolitique est en train de nous fournir les arguments qui font que nous l'estimons être effectivement un nain géopolitique. Je suis heureux qu'il y ait un historien sur le plateau. Je fais ici un clin d'œil à mon grand frère Henri Diabaté Manden. Il ne faut plus permettre, que ce soit au Mali, ou au Tchad, ou au Niger, ou au Burkina Faso, qu'il se produise une véritable insulte, en tout cas du côté du Bujumbura, c'est comme ça que nous l'estimons. Il ne faut plus laisser des énergumènes comme M. Ojoula ou encore M. Roland Pré, ce sont d'anciens bavards, soi-disant démocrates, dans le Cameroun des années 50. Il ne faut plus permettre ce type de gens faire ce qu'ils veulent dans vos pays, dans nos pays. Et ça passe nécessairement, obligatoirement, inéluctablement par remettre la France à sa vraie place. Je le dis souvent, il n'y a que 3 grandes puissances.
les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, n'hésitez pas, mes chers frères et sœurs du côté du Mali, à mettre sur pied votre propre monnaie. Vous avez de quoi baser cette monnaie sur d'authentiques richesses. Vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous avez du gaz, et non ce, excusez-moi du terme, ce papier de toilette qu'on appelle franc CFA. Et je sortirai, bien sûr, sur un élément. Nous en parlons parfois, mon cher frère Diawara et moi en off. Tous ces agités du bocal, soi-disant terroristes, il faut les liquider. Mon frère Gamal peut confirmer, c'est comme ça que travaillent tous les États dignes de ce nom, qui disposent d'une force à la fois militaire, policière et bien sûr d'un service secret assez efficace. Un bon terroriste, quiconque vient mettre l'appareil dans le pays, doit être neutralisé, pour ne pas dire refroidi. Donc, je félicite les brillantes analyses des uns et des autres et recevez naturellement le soutien constant du Malien de Gitega en ma personne, en ma petite personne, et je vous garantis que je parle au nom de beaucoup de Burundais et de Burundaises. Donc, une fois de plus, Afrique Média, le monde c'est nous. Je m'arrête ici et je vous rends le micro. Merci, Monsieur Delphin, pour votre contribution. Merci pour votre participation active, ainsi que tous les Burundais qui nous suivent à l'instant. Monsieur Mandin, pouvons-nous aujourd'hui parler d'une guerre communicationnelle? Ben, ça se résume à quelque chose. Ça se résume à quelque chose. Vous savez, la communication, en fait, la bataille de la communication, c'est un rapport de force. Elle est le fruit d'un rapport de force, tout simplement. Et ici, le rapport de force, ce que les gens ne veulent pas souvent comprendre. Moi, j'ai écouté des gens qui nous disaient, qui prétendaient nous donner des leçons. Comme généralement en Afrique, ou partout en Afrique francophone, où ont été créées des écoles de journalisme, généralement c'était des gars qui venaient de France, c'est-à-dire des gars qui sortaient de l'ECJ, École supérieure journaliste de Lille. C'est eux qui venaient créer les écoles ici et ils essayaient d'établir une échelle de valeur en disant, si tu n'es pas sorti de chez nous, c'est que tu n'es pas un journaliste. Bon, ils formaient des bons journalistes, oui, pour raconter les faits divers. La moto a tué le chien. Mais quand on cherche des journalistes qui est capable de prendre position par rapport, de s'engager par rapport à son pays, parce que, en fait, le journaliste, c'est quoi? Dans des pays comme les nôtres où le journaliste, tous les rouages sociaux ne sont pas forts, ne sont pas huilés. Parce qu'en France, il suffit que le canard enchaîné dise que le cabinet Urbain et Sage, qui sont apparentés au Parti socialiste, ont été financés sont des officines privées qui financent le Parti socialiste. Le lendemain, le procureur de la République, Renaud Van Ruymbeck, n'hésite pas, il fait arrêter le premier secrétaire du Parti socialiste, Henri Emmanueli. Il le met en examen. C'est ça. Mais chez nous, où on est, le journaliste est obligé d'être le procureur de la République, de casser le tympan, de percer le tympan de l'homme politique qui détient le pouvoir pour que les choses évoluent. Mais le journaliste est tout ça à la fois, au risque souvent de travestir son rôle. Mais, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? On a cantonné le journalisme dans un rôle de faire la publicité du prince. Et c'est ça que c'est le rôle, la mission qui est assignée en France depuis toujours. Il faut comprendre que, pour ça je dis toujours que si tu ne connais pas l'histoire de la France, tu ne peux pas comprendre la France d'aujourd'hui. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir, on lui a remis les pleins pouvoirs après la bataille de France, de Paris, la France occupée. Le maréchal Pétain a créé ce qu'on a appelé un journal, a créé une force de communication qui s'appelle Combat. Et Combat était géré. Combat représentait en fait la force de ce pays, c'est-à-dire la manière par laquelle la France gérait sa communication pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire son rapport de la collaboration avec l'Allemagne, la politique de collaboration avec l'Allemagne, la justification
de la politique de ségrégation raciale, ethnique, religieuse, juif, qui était mis cette sorte de discrimination de race qui existait. Tout ça, c'était symbolisé par un homme qui s'appelait Robert Brasillach. Le journal Le Combat. Le journal Le Combat représentait ce journal des Maurassiens, les gens d'extrême droite, qui représentait la voix de la France. C'est-à-dire cette France qui parle de la loi, qui parle de l'ordre, qui parle de la patrie. Oui, c'est Robert Brasillach. C'est pour ça que lorsque Paris a été pris en 1945, le premier réflexe de De Gaulle, c'était de faire fusiller Robert Brasillach. Robert Brasillach était normalien, était l'un des hommes les plus intelligents de France. Mais on le tuait pour l'exemple. Parce qu'il fallait... Brasillach représentait la voix de la France. Il représentait la voix, l'ordre de la France, c'est-à-dire la communication. Et De Gaulle, à la place, a créé quoi? Il a créé le Monde. On a créé le Monde en quelle année? En 1945. On crée le Monde. Donc il choisit, il dit, il me faut un bon journaliste pour créer un journal. Il l'appelle, on va lui donner Hubert Boeuf Saint-Méry. Et Hubert Boeuf crée le Monde. Donc, le Monde devient la voix de la France. C'est pour ça que toutes les criminalités qu'il y a eu en Afrique, les tueries de Tiaroy, on ne parle pas de ça, le monde parle de tout, sauf de ça. Les fumisteries qu'on a fait en Guinée, on n'en parle pas. Les massacres de Douala de 1955, le monde n'en parlait pas. Oui, les accords coloniaux, on parle de tout, sauf de ça. Oui, on parle de français, on parle de tout, le monde peut parler de tout. Le monde te parle de safari au Awaza. Le monde te parle de safari, les filles noires qui sont belles, Africa Yabon Banania. Mais on ne parle pas de certaines choses, des choses qui ont trait à l'exploitation, à la politique de prédation des ressources de l'Afrique. Donc quand Mongo Betty écrit Memba sur le Cameroun, le premier réflexe de la France, c'est d'interdire ce livre. Et le monde va jouer les horrifiés. Si bien quand on tue Wandier, le Monde envoie un de ses journalistes, Philippe de Crène. C'est lui qui doit venir faire le reportage sur l'assassinat de Wandier ici au Cameroun. Et le gars, il parle de tout. Il parle du soya, des prostituées, du vin rouge, mais il ne parle pas de l'assassinat de Wandier, du président Wandier. Ça ne l'intéresse pas. Il parle d'autres choses. Parce que c'était ça. Puisque Pompidou devait venir ici, il fallait présenter le beau Cameroun. Le Cameroun qui plaît. Le Cameroun qui a les belles femmes. Il y a le soya qui est sucré. Il y a le vin rouge. Les nuits de Yaoundé sont froides, sont belles. Oui, mais on ne parle pas des choses qui peuvent nuire aux intérêts français au Cameroun. Et c'est comme ça dans tous les pays d'Afrique francophone. Donc vous voyez que tous ces journaux, et pendant longtemps on nous a dit qu'ils sont les meilleurs journalistes. C'est la crème du journalisme. Aujourd'hui, tout le monde le disait depuis, que ce sont des tricheurs. Ces gars sont aux ordres du ministère français des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, qui les payent. Et ils ne font que suivre la politique officielle de la France. Ils ne font que défendre. Quand on leur dit aller à droite, ils vont à droite. On leur dit aller à gauche, ils vont à gauche. Ils n'ont pas d'état d'âme, ces gens. Mais, comme il y a des Africains qui sont très naïfs, qui croient toujours que les Blancs c'est la race supérieure, ils trouvaient que non, mais M. Diabaté, vous exagérez, vous en faites trop, c'est pas vrai. Et parler avec Charles à gorge. Oui. Oui. Aujourd'hui, Macron, lui, c'est un comptable. Il sait que chaque sou vaut son pesant d'or. Alors il sait que en période de restriction, vous vous souvenez pas, après la guerre, les rats coûtaient 2,50 francs en France. Et le gars, ils sont en train de voir le spectre des rats qui vont se remettre à coûter cher en France. Donc le gars dit, les 5 francs qui vont dépasser là, qui vont dépenser pour payer les journalistes du service public, mieux on leur coupe ça. On met ça autre ailleurs. Parce que cet argent va servir. Vous savez, les problèmes d'électricité vont se poser. Voilà l'hiver qui arrive. Il y a les problèmes de gaz. Il y a les problèmes d'électricité. Ils vont faire comment? Et ce sont des gens qui sont fragiles. Ils ont la peau fragile. Vont-ils supporter? Vont-ils traverser l'hiver? Ils ne savent pas. Et maintenant, les problèmes de viande vont aussi se poser. Bientôt là, il y a des problèmes de fret qui se posent. La viande qui vient de Pentagonie,
d'Argentine se met déjà à coûter cher. Les Africains aussi commencent à se vanter avec leur viande. Donc, du coup, en Europe, il y a un vrai problème. Ils seront obligés de manger eux-mêmes leur propre viande qui est protéinée, aux trucs bizarres là. Donc, ça cause de... Parce qu'eux-mêmes ne mangent pas leur viande. Ils ne mangent pas ça. Donc, ça va leur poser de vrais problèmes. De vrais problèmes vont se poser. Donc, du coup, Macron, qui est un homme, je l'ai dit tantôt, c'est un comptable, il connaît ce qu'on appelle 5 francs. Alors, il dit au gars du service public que dorénavant, vraiment, il n'y a plus de 5... Non, restez calme. Et eux, de façon civiline, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent qu'on est indépendant, mais on est vraiment désolé pour le fait que vous nous ayez enlevé la redevance. Vous voyez que, donc, si on ne coupait pas la redevance, il n'allait jamais parler. Il devait continuer à insulter le président Barbeau, à dire que traiter le président Barbeau de traître, de bandit, de criminel, de génocidaire, Blé Goudé de génocidaire, Assimi Goïta de dirigeant inconscient, irresponsable, Paul Biya de vieux Bachibouzou qui refuse de quitter le pouvoir, Touadéra de monsieur irresponsable. C'est ça, c'était leur mot. C'était leur mot. Ce sont leurs mots quand ils parlent des Africains. Et ils veulent nous faire croire qu'ils parlent des Africains en toute indépendance. Non, ils ne parlent pas des Africains en toute indépendance. Ils parlent sous la dictée des politiques qui leur disent il faut dire ceci parce que cela, il faut justifier vos salaires. Et vos salaires, ce que vous dites en fait, c'est vos salaires que vous êtes en train de justifier. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas dupes. Peut-être que dans l'esprit de Macron, ils croyaient qu'ils parlaient entre eux. Ils ont trompé nos pères, eux ils ne peuvent pas nous tromper. On connaît la France mieux qu'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on connaît la France, on connaît ses réalités, on connaît ses valeurs, on connaît son histoire, on connaît ses réalités, on connaît ses valeurs. Nous savons pertinemment que la France aujourd'hui est aux abois. La France aujourd'hui est en train de vivre les heures les plus terribles de son histoire. Il y a environ 15 siècles, la France a une chance avec Henri IV. C'était le siècle le plus violent de la France. Henri IV, lui, il a pu dépasser, il a pu transcender sa destinée. Sa mère était le chef, sa mère était l'âme du parti protestant, son père était le chef de l'armée catholique. Il avait épousé Marie de Valois, qui était, tout le monde connaît, la Saint-Barthélemy. Mais il a traversé tout, il a transcendé tout ça pour ramener, pour réussir à redresser la France. Macron est très loin d'être lui. Tous les dirigeants politiques français, là, ce sont, De Gaulle disait, c'est un carteron de dirigeants. Ce sont des dirigeants de rencontre. Ce sont des gens du village, du quartier. Ils ne sont pas capables de la grandeur de la France. Ils n'en sont pas capables. Donc, ce sont des gens, des petits arrivistes, stipendiés par quelques réseaux affairistes qui sont arrivés là où ils sont. Et la France va rentrer là où elle doit être. En 20e position, là-bas, derrière le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. C'est le rôle de la France. Parce que la France a vocation à être colonisée dans les jours qui viennent. Il faut que les Français le sachent. Ils n'ont plus la capacité d'être une nation forte. Ils n'ont plus la capacité d'être une nation qui... Parce que c'est inadmissible que la France soit au Conseil de sécurité. Il faut déjà revoir cette base. S'ils ne veulent pas qu'ils restent avec l'ONU, nous, on va créer pour nous, avec la Russie, la Chine, la Turquie, on va créer pour nous. D'ailleurs, on est majoritaire. L'Afrique, plus la Turquie, plus la Russie, plus la Chine, plus l'Iran. La Corée du Nord. Ah, j'allais oublier. La Corée du Nord. La Corée du Nord. L'Amérique du Sud. Le Nicaragua. Honduras. Le Guatemala. Le Venezuela. Cuba. La République de Cuba. Cuba libre. Je crois qu'ils doivent comprendre. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. De changer. Ce qui s'était passé en Afrique il y a, au 2e millénaire, c'est ce qu'on a appelé au 2e millénaire BP. Soyez sûr, l'Europe est en train de vivre ça. C'est le début de la fin. Et c'est ici que nous refermons cette première thématique, on va le dire ainsi, parce que le premier était le sujet d'accueil. Très rapidement, cap à présent sur le Mali ou encore la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle tout simplement de l'affaire des 46 mercenaires actuellement détenus et coués par la justice malienne. Madame Amina Fofana, quelle issue
pour ces 46 autres mercenaires? Je pense que je vais d'abord compléter ce que M. Henri Diabaté Mandeng était en train de développer, assez brillamment développé d'ailleurs. Donc, en fait, la France et l'Europe vont devoir faire face à la vague de froid qui arrive. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils envahissent les pays africains. Parce que ce sont des peureux qui prennent des sanctions dont ils ne sont pas à la hauteur d'assumer. Donc, ils vont venir prendre nos pays en otage. J'en appelle à tous les pays africains de rendre le visa beaucoup plus cher pendant cet hiver, de faire en sorte qu'ils payent au moins, ne viendra pas en Afrique qui le veut. On n'est plus un zoo, votre zoo que vous allez venir regarder. Donc, vous allez payer au moins 10 millions de francs CFA pour avoir le visa africain. Ça, c'est un. Donc, celui qui refuse de payer ce visa, d'ailleurs, ceux qui vont payer, leur dossier est beaucoup. Il faut rejeter leur dossier comme ils rejettent nos dossiers. Tout le temps, quand les Africains veulent aller en France, ils rejettent les dossiers parce que c'est de l'escroquerie qualifiée. Ils ne remboursent pas les gens qui n'ont pas à l'État, aux gens. C'est-à-dire, ils ne remboursent pas ce qui a été payé, les frais de visa. Donc, ils gardent ça pour enrichir dans l'escroquerie totale leur pays. Donc, il faut rejeter le maximum de visas et il faut garder l'argent non remboursable, au moins 10 millions de francs CFA, pour interdire qu'ils viennent nous envahir. Et vraiment, nous aussi, maintenant, on a peur du grand remplacement. On ne veut pas de problème. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller dans les grottes et ils n'ont qu'à aller allumer le bois là-bas pour se chauffer. Voilà le conseil que je vais donner à tous les gouvernements africains pour que ces gens-là ne puissent pas venir prévoir le grand remplacement. Parce que hier tout près là, pendant les élections de Macron, ce sont eux qui parlaient de l'Afrique en termes de grand remplacement. Mais aujourd'hui, nous connaissons leurs intentions du grand remplacement. Soit ils restent chez eux, ou bien ils payent le visa et on va refouler leur visa. On va refuser de leur livrer le visa au maximum de personnes et ensuite on va garder l'argent dans nos caisses. C'est comme ça maintenant. Donc, ce qu'ils nous ont fait à l'aller, c'est ce qu'on va leur faire au retour. Merci, madame. Non, je n'ai pas répondu à la question. Bien sûr, je comptais vous relancer par rapport à la question. Si vous avez peut-être perdu le fil, je comptais vous relancer. Quelle issue pour les 46 autres mercenaires ivoiriens? Ah, d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, je salue nos autorités parce qu'ils ont libéré 3 mercenaires femmes qui étaient dissimulées sous des identités telles que coiffeuses, telles que étudiantes, telles que, troisième même c'est quoi, vendeuses. Donc, à aucun moment, ils n'ont parlé ou révélé leur véritable identité. Donc, ces mercenaires qui ont été pris en plein jour, ces mercenaires de Ouattara, le Watner, la Ouattari, qui ont été saisis, il faut savoir que Ouattara, lui-même de sa propre bouche, a dit publiquement à la télé qu'il y a eu déjà, tellement il veut dire que le mercenariat c'est devenu légal dans son cerveau. Donc il veut dire que tellement que ça se faisait, qu'il y a eu déjà 7 rotations et que ça c'était la 8e rotation. Donc les 7 autres rotations qui sont rentrées illégalement, injustement, parce que c'est son ami Ibeka, l'ami de la France qui était au pouvoir. Ça, ce n'est pas le Mali d'Assimi Goïta. Ce n'est pas le peuple malien. Ce n'était pas à notre époque. Et d'ailleurs, quand on a renversé son ami, il s'est juré, le même Ouattara, de faire revenir Ibeka au pouvoir. J'espère maintenant qu'il va aller le chercher là où il est pour le ramener au pouvoir. Bref, donc ça c'était entre parenthèses. C'est sous Ibeka qu'il a fait ces choses-là. Donc quand il a fait rentrer ces militaires lourdement armés dans un avion et un autre, c'est-à-dire un avion avec des armes de guerre et un autre avion avec des militaires qui ont dissimulé leur identité. Il faut savoir que cette affaire est très sérieuse, elle est très grave parce qu'il n'y a pas que des Ivoiriens dedans. Donc il y a beaucoup d'autres nationalités. Vous avez vu Macky Sall courir à toute allure. Je ne pense pas qu'il soit venu simplement pour essayer de sauver la tête de Ouattara ou la face de la France. Non,
le maquis, le super maquis est impliqué jusqu'au cou. Donc c'est pour ça que, c'est vrai, c'est pour ça, parce que ça concerne, ça remet même en cause la présence, l'égalité de la présence de l'ONU au Mali et en Afrique. Ça va soulever une question cruciale, c'est pour ça que la France ne veut pas que le Mali la traîne par les cheveux pour aller la mettre à genoux là-bas devant l'histoire, devant la vérité. Donc ils sont tous impliqués. C'est pour ça que je dis que ces présidents-là sont des mercenaires et les dirigeants européens sont des terroristes, dont le terroriste en chef est, comment dire, le président américain, et récemment un terroriste intermédiaire qui a surgi de nulle part qui s'appelle Zelensky. Donc le sort qui donne des ordres aux petits terroristes de l'Europe, qui se tirent une balle dans la tête d'ailleurs. Donc le sort de ces 46 maintenant, parce qu'on a enlevé les 3 mercenaires femmes, le sort de ces 46 là, c'est pas une petite affaire qu'on peut laisser comme ça. Ce n'est pas une question d'intervention entre les pays pour dire que le Mali et la Côte d'Ivoire ce sont des pays frères, ça on le sait. Mais Ouattara n'est l'ami d'aucun noir sur terre, ça n'existe pas. Ouattara, il aime que Ouattara, un point, un trait, et puis un petit clan criminel qui l'entoure. Ouattara n'est pas l'ami du peuple ivoirien, du peuple burkinabé, et c'est le peuple malien qui d'ailleurs il a fusillé le peuple ivoirien. Est-ce que Ouattara est parti à la CPI? Non, c'est Gbagbo qui est parti à la CPI et blanchi, et Ouattara l'a condamné à 20 ans de prison par contumace. Et Charles Blé Goudé également, les dignes fils de ce vrai pays, de ce digne pays, leurs dignes fils sont humiliés par Ouattara. Ironie du sort, c'est Laurent Gbagbo qui a donné la carte de la nationalité à Ouattara. Et c'est Ouattara qui le prive de son passeport ivoirien pour l'empêcher de rentrer chez lui. Où va le monde? Donc il est temps que les Ivoiriens comprennent que ce qui s'est passé au Mali, le cas malien, c'est ça qu'il faut appliquer à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et au Niger. Les autres cas, c'est autre chose, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'on tourne dans les pays pour discuter, échanger, parce que tout ne se passe pas forcément comme au Mali. Mais le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont 2 pays traîtres. Je ne parle pas des peuples, des présidents qui sont traîtres par excellence depuis la nuit des temps. Je me souviens encore qu'à la guerre de l'indépendance de l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont partis aider la France à tuer les Algériens. Il faut le dire sur ce plateau. Et que le Mali et le Cameroun sont allés aider l'Algérie à tuer les Français. Il faut que ça se sache. Ce sont des choses qu'on ne nous dit pas à l'école. Pourquoi? Parce que la France avait réussi son coup de maître, son coup du siècle, maintenant qui est terminé. Donc les représentants ou bien les vigiles de la France que sont Ouattara et Macky représentent un grand danger. Heureusement, Macky Sall ne pourra pas prétendre à un 3e mandat, et même si ça lui traversait l'esprit, moi je pense que le peuple va le remettre à sa place, et Sonko aussi va le battre, ça c'est clair. Donc les 49 mercenaires, Macky Sall se reproche beaucoup de choses. C'est pour lui-même d'abord qu'il est venu, ensuite pour Ouattara. Donc ces gens-là, on ne peut pas les libérer du moment où Ouattara est parti pour la déstabilisation du Mali. Donc Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler dans un audio avec l'ancien premier ministre du Mali, qui était en même temps Boubou Cissé, ministre de l'économie, comme s'il n'y avait pas un autre Malien sur terre. Un ministre de l'économie et premier ministre du Mali. Ça veut dire que son pied était sur un gros trou de corruption quand Ibeka était président, et qu'il ne pouvait pas laisser, on ne pouvait pas le faire remplacer par quelqu'un d'autre par peur que le vol ne s'arrête ou ne soit découvert. Donc Ibeka a dû maintenir ce bon arien ou ce dieu de l'économie malienne qui ne connaît pas le franc CFA, qui n'a pas étudié le franc CFA, qui n'a jamais parlé du franc CFA, qui dit qu'il est bon économiste comme Ouattara. Donc les 2 dieux de l'économie africaine se sont parlé et ont critiqué le Mali, ont insulté le Mali, ont insulté la Russie.
Ça, c'est un signe de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, de Ouattara et des opposants maliens qui sont en fuite, abrités, chouchoutés par Ouattara chez lui, comme Blaise Compaoré, qui doit être vraiment lapidé sur une place publique pour ses crimes, mais c'est Ouattara qui le met au paradis tranquillement en Côte d'Ivoire. Donc chez Ouattara, c'est devenu le refuge des voyous africains qui commettent des crimes et que la France-Afrique considère qu'ils sont au-dessus de la loi, qu'ils sont au-dessus des êtres, des Africains. Donc ils ont le droit de crime, mais ils n'ont pas le droit d'être jugés. Et c'est ça qu'ils appellent par la démocratie. Donc quand leurs crimes sont découverts, ils font tout pour essayer, un autre président voisin, pour essayer de les protéger, et de sorte qu'ils puissent même déstabiliser le pays en question et faire un retour. C'est ça le plan de Ouattara et de la France. Ces politiciens-là qui sont là-bas, il s'agit aussi de Tchema Hubert Koulibaly. Il s'agit du fils d'Ibeka qui a fait de ces choses-là, mon Dieu. Je ne veux même pas me rappeler de tout ce qu'il a fait. Donc il s'agit aussi de celui qui s'est autoproclamé sur le sol ivoirien, quelque chose Camara, qui a dit que lui, il est président de la transition du Mali. Et Ouattara n'a pas réagi. Il a fallu que Simone Gbagbo, la grande dame panafricaine, la maman Afrique, qui sorte faire tout un discours pour montrer que ça, ce n'est pas normal entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est là où les agents ou les services secrets de Ouattara, ils ont le lendemain publié quelque chose, un communiqué, qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre ce monsieur imposteur qui prétend diriger le Mali étant en Côte d'Ivoire. Donc, et après ils disent que non, il a fui la Côte d'Ivoire, il n'est plus là-bas. Mais entre-temps, il est toujours sous la protection de Ouattara. Donc, l'avenir de ces mercenaires que Ouattara a envoyés, ça veut dire que, tout simplement, il y aura un deal. Il faut un deal. Parce que l'État a demandé à Ouattara de s'engager via la médiation togolaise que je salue, de s'engager à ne plus déstabiliser le Mali. Ça, c'est un sens très, très profond. Si les gens n'ont pas compris, ça veut dire renvoie-moi ceux sur lesquels tu comptes me renverser, puisque ces mercenaires sont venus pour me renverser. Parce que vous voulez me remplacer avec ces gens, il faut me les renvoyer et je te rends tes mercenaires et que ce soit la dernière fois. C'est un avertissement. Et le vieux non-sage sort pour dire sans délai, il faut libérer mes 49 militaires sans délai. Mais sans délai, c'est combien de jours maintenant? 100 jours ou bien 200 jours? Ce n'est pas comme ça. Le digne président patriote Assimi Goïta ne parle pas beaucoup, mais on ne peut pas le menacer. Et lui et tous les militaires, on ne peut pas, ce sont de vrais hommes. Ils ont connu toutes les trahisons de la France. Ils connaissent la France mieux que nous. Sur le terrain, ils ont connu toutes les trahisons de la France. C'est la France qui les avait même pris pour les donner aux terroristes quand ils étaient sur le terrain. Ils étaient pris en otage. S'ils sont en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à la France. C'est la France qui les a pris pour les donner à ses propres terroristes. Donc c'est tout cela qui est dénoncé et ils ont des preuves solides depuis toujours. Donc maintenant, c'est 49 Wagner ou c'est 46 maintenant parce que les 3 ont été libérés dans des conditions humanitaires. Et puis il s'agissait aussi pour le Mali de montrer sa bonne foi dans cette médiation du Togo, que je suis disposé vraiment à collaborer avec le pays frère, comment ça s'appelle, la Côte d'Ivoire. Donc cette bonne foi a été bien manifestée et maintenant il s'agit, la question, il s'est excusé Ouattara à travers son directeur de cabinet. Mais nous on sait que c'est un gros menteur. La première personne qui l'a su, c'est Gbagbo, Laurent Gbagbo. Il a dit clairement, Alassane Ouattara est un menteur. Et on lui a dit le mot est fort. Il a dit non, le mot n'est pas fort, c'est la description. Il est décrit, c'est ce qu'il est. Effectivement. Bien sûr, le mot est très faible. Donc vraiment, on n'a pas affaire à un homme crédible. On a affaire à quelqu'un qui est sans âme comme Macron, qui s'accroche à l'écho lorsque l'héros tombe. J'espère qu'il sera le seul à bouffer son écho là-bas avec Macron, pas le digne peuple panafricain de la Côte d'Ivoire. Voilà donc, il faut échanger,
C'est-à-dire que Ouattara sera obligé de jouer franc jeu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais été sincère. Mais là, c'est-à-dire qu'il sera obligé de faire exactement ce qui lui a été demandé par le digne président patriote Assimi Goïta, qui lui a littéralement tordu le bras pour le mettre derrière lui. On va dire que le déstabilisateur, le despote aussi, est déstabilisé maintenant. S'il veut avoir ces 49 mercenaires, il doit nous envoyer les mercenaires, ses amis mercenaires, comme lui-même il est mercenaire. Il doit nous les envoyer un par un pour qu'on puisse faire l'échange dans des conditions favorables et que Ouattara sache qu'il n'a aucun intérêt à vouloir continuer la déstabilisation du Mali. Parce que Dieu merci, aujourd'hui, là il est, il ne peut pas dire Alhamdoulilah, lui quand même, il ne peut pas dire Dieu merci. Le déstabilisateur, le despote est déstabilisé. L'imposteur est déstabilisé. Merci Madame Amina pour cette intervention. Alors nous sommes pratiquement parvenus au thème de ce programme. On va donner la parole à chaque expert pour 30 secondes s'il vous plaît. Permettez le temps qui nous tient à la gorge, hein, Monsieur Fanga, Monsieur Mandé, Monsieur Batengene et nos experts en multiplay. Général Issa Diawara, un mot, quelle issue pour les 46 autres? En quelques secondes s'il vous plaît. Madame, il y a beaucoup à dire en quelques secondes, c'est pas possible. Je me réveille au prochain débat et j'ajoute mes 35 secondes à un autre intervenant. Merci, je salue tout le monde. Merci, merci pour la compréhension. Le temps nous fait défaut, vous le savez si bien à coup sûr. Cette thématique sera également développée dans le cadre d'autres programmes spécialisés de la télévision panafricaine. Monsieur Gamanabina, en quelques secondes s'il vous plaît, un mot sur la situation des 46 mercenaires. Je pense qu'il va y avoir simplement une poursuite en justice, je suppose. Ils vont quand même, on est quand même malgré tout dans un pays qui a envie de montrer qu'il est un pays un peu plus juste que ce que les autres ont voulu déclarer. Donc ces mercenaires vont sûrement être poursuivis, les enquêtes vont être conduites et je pense qu'ils seront peut-être ou pas condamnés, on verra, mais les probables condamnations, quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que le sort des mercenaires n'est pas encore scellé. Assimi Goïta est un homme intelligent. Il ne va pas jouer la carte des dictateurs africains qu'on a connus, tenus par la France. Il aura l'intelligence de dire qu'on fait les choses dans le bon ordre et dans les règles de droit, et je lui fais confiance là-dessus. Donc j'attends pas de miracle pour ces mercenaires, mais j'attends au moins un procès à peu près équitable, contrairement à ce que certains ont fait à une époque où ils assassinaient les dirigeants africains. La différence sera notoire. En 2022, que les Africains, on a craint qu'il y ait des mercenaires. C'était des histoires de 1960. C'était des guerres idéologiques. On se disait, bon, Houphouët ne tolérait pas le président Moribo Keïta et il a pu manigancer un certain nombre de choses. Mais là, en 2022, Ouattara, c'est un homme du passé. C'est un homme du passé, un homme du passif, un homme d'autrefois qui est perdu dans l'Afrique de 2022. Comment concevoir qu'un homme normal, au moment où on a un ennemi commun qui s'appelle les djihadistes, parce que lui, il n'a pas peur des djihadistes, parce qu'il connaît les terroristes, il connaît les terroristes, il connaît avec qui. C'est pour ça que ce ne sont pas ses ennemis. Or, le vrai ennemi au Mali, c'est qui? Ce sont ces terroristes armés par les Occidentaux. Alors, Ouattara, c'est vraiment dommage, ça fait vraiment mal au cœur, je peine à comprendre comment en 2022 on puisse envoyer des gens pour déstabiliser un pays frère. Tout le monde connaît la relation particulière qui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ben, c'est les mêmes peuplements, ce sont les gens qui viennent de la même, qui partagent une unité historique extraordinaire, qui est multiséculaire. Comment s'imaginer que c'est des Ivoiriens qui puissent venir? Et dans tout ça, ma soeur Aminata, elle a raison. Il n'y a pas seulement les Ivoiriens, hein. Il y a beaucoup de gens là-dedans on comprend que c'est la misère et un certain nombre de problèmes économiques qui puissent faire que les gens puissent céder à avoir la faiblesse de se retrouver dans ce type de situation. Mais je dis aux Africains d'avoir raison gardée, il faut être intelligent. Ce n'est pas le moment. L'Afrique a d'autres chantiers, l'Afrique a d'autres taxes, l'Afrique a d'autres combats. Ben, c'est des bêtises, il ne faut pas sombrer dans ce type de choses. Merci, Monsieur Fanga. Un mot, pourquoi pas? Alors, je voudrais dire au peuple malien et surtout au peuple musulman
Ouattara nous avait dit qu'on le combattait parce qu'il était musulman, il était du Nord. Regardez ce qu'il fait au peuple musulman. Les qui ont le plus souffert sur la gouvernance Ouattara. Il a pris les marabouts du Mali, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, tous mélangés. C'est eux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est devenu le bourreau de tous ces gens. Ça veut dire simplement que Ouattara qui dit qu'il respecte les gens, voilà le Mali à respecter. On a au moins les femmes, même s'ils sont criminels, on les a graciés, on a dit que partez d'abord. Mais il y a une femme en Côte d'Ivoire que M. Ouattara a enfermée. Parce que la dame est seulement allée au Mali pour seulement écouter Pulchéri Balé. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire, on l'a enfermée. Ouais, Ouattara, on va faire comment de toi? On va aller où avec ce genre de personnage dans notre continent? Comment un homme peut être aussi cruel? Je pense que l'issue, c'est que la stratégie qu'on a fait au village à l'époque, quand nous étions jeunes, quand on voulait manger un coq, et on le poursuivait, on faisait un cercle et on l'amenait au coin d'un mur, on le coinçait là-bas et on l'attrapait. La suite, vous la connaissez. C'est tout ce qu'il faut faire. Merci à la réalisation pour cette précision vocale. Monsieur Batengene, un mot, pourquoi pas? Nous apporterions simplement qu'aujourd'hui, le Mali est en train de donner une belle leçon à l'humanité. Pas seulement à l'Afrique. Les 3 dames qui ont été relâchées, c'est une mesure humanitaire. Ça a tout son poids. En matière de diplomatie, c'est un geste qui montre que le Mali, d'abord, est de bonne foi. Mais le Mali a aussi la capacité de lâcher du lest. C'est important dans le cadre de respect de ce qu'on appelle les droits humains. Le Mali est donc un État responsable. De l'autre côté, le pasteur Fangala a signalé. Le président Ouattara a fait emprisonner une citoyenne ivoirienne dont le seul crime a été d'aller rencontrer ces personnes qui étaient interpellées dans le cadre du mercenariat dont l'initiateur est en fait Ouattara. Lui, dans son cas, ne fait pas œuvre d'humanisme. Il montre en fait qu'il est le despote qu'on a toujours déploré ici, le dictateur dangereux, sanguinaire, qui a quand même passé, qui est passé sur 3000 corps ivoiriens pour arriver au pouvoir, et qui aujourd'hui veut se présenter comme le futur bourreau de la nation malienne. C'est ce Ouattara-là dont on parle. Donc, pour nous, nous sommes alignés sur les positions de l'État malien. À terme, il faudra procéder à un échange de mercenaires, c'est-à-dire les mercenaires ivoiriens contre les mercenaires maliens en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara sait qu'ils sont nombreux. Nous croyons que dans le cadre de ces échanges, les Maliens vont également montrer au monde que la diplomatie peut utiliser les moyens de la guerre pour se poursuivre. Les Maliens sont en train de donner une belle leçon de politique internationale. Les Maliens sont un bel exemple et comme j'aime à le dire aussi, nous sommes tous Maliens. Céleste, je voudrais juste rappeler. Chers frères maliens, Ouattara vous envoie les religieux, non? Il vous envoie des gens. Ce ne sont pas des gens sérieux. C'est la stratégie pour mieux vous endormir, pour vous poignarder dans le dos. Il vous pose le Coran ou bien la Bible pour vous dire que non, vraiment on est tous chrétiens. Voilà, ou bien on est tous musulmans. Voilà le résultat. Donc il ne faut pas faire confiance à ce genre de personnages. D'ailleurs, ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, ces soi-disant religieux ne se sont jamais levés pour les dénoncer. Pulchéri Balé a été emprisonné. Où sont ces soi-disant religieux? Il y a même des imams qui sont emprisonnés par Ouattara. Est-ce qu'ils ont une fois manifesté leur solidarité? Non. Bon, voilà, donc ça, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de justice. Voilà, s'ils veulent des médiations, ils n'ont qu'à commencer par laver leur propre maison d'abord, balayer devant chez eux, faire la médiation entre Ouattara et le peuple ivoirien. Quand ils auront réussi ça, après on les recevra au Mali.
Et c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci infiniment, Madame Amina Fofana. Merci beaucoup, Madame Céleste Capel. C'est un plaisir, hein? Pourquoi pas, on aurait aimé que votre séjour soit un peu plus prolongé. Mais bon. Vendredi, je serai là. Je serai avec vous sur le plateau Afrique Média. Donc, soyez nombreux à nous suivre. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision panafricaine. Merci infiniment. Vous êtes leader panafricaniste. Monsieur André Christelle Fanga, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Vous êtes directeur de publication de la Dépêche de Midi, un tabloïd camerounais, mais également vous êtes analyste politique. Monsieur Mandin, merci une fois de plus pour votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Monsieur Mandin, vous êtes historien et analyste politique. Monsieur Gamal Abina, merci infiniment d'être là. Non, à très bientôt, j'espère. Et à toute l'équipe d'Afrique Média et tous les panélistes et toutes les personnes qui sont exprimées ce soir. Merci encore. Merci, Monsieur Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Merci de toujours répondre présent. Général Issa Diawara, merci infiniment pour la compréhension et surtout merci pour votre participation ce soir. On n'oublie pas Monsieur Jonathan Batengene, merci d'être toujours là. Merci Madame Captain. Je vais juste rappeler parce que les fans de notre Lyon sont nombreux actuellement connectés. Nous leur disons encore rendez-vous samedi à l'hôtel La Falaise à Bonandior. Ce sera la grande conférence sur la souveraineté économique et politique du Mali. Le Mali qui parle à l'Afrique. Donc soyez nombreux, venez, c'est la conférence panafricaine avec l'organisation African Revival de M. Polela. Ce sera 15 000 francs l'entrée. Nous savons que c'est une modique somme, donc vous êtes tellement nombreux. Nous attendons que la salle soit pleine. Le message est très bien passé. Le message à coup sûr n'est pas arrivé dans des oreilles de sourds. Monsieur Batengene, vous êtes sociopolitiste. Merci infiniment, chers internautes. On a eu quand même l'occasion, grâce à la réalisation dirigée des mains de maître de Monsieur Nathan, de pouvoir lire les réactions à chaud de certains de nos internautes. Vous êtes nombreux à nous écrire. Merci infiniment pour votre participation active. Et merci à tous les appelants et tous ceux-là qui n'ont pas pu nous avoir au téléphone. Merci à Monsieur Delphin. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Je l'ai dit, c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine. Au revoir.